Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître complexe, mais qui est en fait fascinant. Le langage des molécules organiques. C'est une sorte de code universel qui permet de décrire les millions de composés qui forment le monde qui nous entoure. On parle de millions de molécules différentes, et pourtant tout est basé sur un langage commun, un système de règles assez simple. Une fois qu'on maîtrise cette grammaire chimique, on peut construire, nommer et comprendre un univers quasi infini de substances. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voici notre feuille de route. On va commencer par la base de la base, l'alphabet du carbone. Puis, on verra comment on écrit, comment on dessine ces molécules. On explorera ensuite la diversité de leurs formes, les règles pour les nommer sans se tromper, la notion de synonyme chimique, et pour finir, on verra comment tout ça s'applique très concrètement dans l'industrie. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première section, l'alphabet du carbone. Le point de départ absolu de toute la chimie organique, c'est le squelette carboné. Le squelette carboné, qu'on appelle aussi chaîne carbonée, c'est vraiment la charpente de la molécule. Imaginez une colonne vertébrale. C'est la structure principale sur laquelle tous les autres atomes, comme l'hydrogène, l'oxygène, vont venir se fixer. Sans ce squelette, pas de molécule organique. Bon, maintenant qu'on a cette idée de squelette, la question c'est comment on le représente sur le papier. C'est notre deuxième point. En fait, il y a plusieurs manières de dessiner une molécule, chacune ayant ses avantages. On va se concentrer sur les trois plus courantes. D'abord, il y a la formule brute, la plus simple. Elle nous dit juste combien d'atomes de chaque sorte il y a. Ensuite, la formule semi-développée qui est déjà plus visuelle. Et enfin, la formule topologique, le langage abrégé des chimistes. Alors, la formule semi-développée, son objectif, c'est la clarté. Elle met en avant l'essentiel, le squelette de carbone. On dessine donc explicitement les traits qui relient les carbones entre eux. Par contre, on ne s'embête pas à dessiner toutes les liaisons avec les hydrogènes. Ça allège le dessin et ça fait ressortir la structure principale. Et voilà un exemple parfait. On voit immédiatement la chaîne principale de 5 carbones et cette petite ramification d'un seul carbone qui part sur le côté. Chaque connexion carbone-carbone est bien visible. C'est très parlant. On passe maintenant à la formule topologique. Là, c'est le style des pros, le raccourci ultime. Le principe est ultra minimaliste. Chaque bout de ligne et chaque angle représente un atome de carbone. Les hydrogènes qui y sont liés ne sont même plus dessinés. On sait qu'ils sont là, c'est implicite. C'est un gain de temps énorme et une fois qu'on a pris le pli, c'est d'une efficacité redoutable. Regardez ce que ça donne en pratique. Des structures qui pourraient être complexes sont réduites à de simples zigzags, des lignes brisées. C'est épuré, presque abstrait, mais toute l'information structurelle est bien là. C'est ça la beauté de la formule topologique. Ok, on sait maintenant comment dessiner ces squelettes. Voyons à présent la diversité des formes qu'ils peuvent adopter. On va enrichir un peu notre vocabulaire. La première grande distinction à faire, c'est entre les chaînes linéaires et les chaînes ramifiées. Une chaîne linéaire, c'est simple, les carbones se suivent les uns après les autres. Une chaîne ramifiée, c'est un peu comme un tronc d'arbre. On a une chaîne principale et des chaînes plus petites, des branches, qui partent sur les côtés. L'autre grande distinction, c'est la forme générale. Soit la chaîne est ouverte, on dit aussi acyclique, c'est comme un fil avec deux bouts, soit elle est cyclique. Là, les deux bouts du fil se sont rejoints pour former une boucle, un anneau. Bon, on a des squelettes, des formes, des dessins. Mais comment on appelle ces molécules? Pour que tout le monde se comprenne, il a fallu établir des règles très précises, une sorte de grammaire universelle. C'est ce qu'on appelle la nomenclature IUPAC. La base du système est assez simple. Pour la famille la plus simple, les alcanes, le nom dépend directement du nombre d'atomes de carbone. Un carbone, c'est le préfixe met. 2 carbones, et. 3, prop. 4, but. Et à partir de 5, ça devient plus logique, pent, hex, hept, oct, etc. C'est la racine du nom de la molécule. Quand la molécule a des branches, ça se complique un tout petit peu, mais la méthode reste très logique. D'abord, on trouve la chaîne de carbone la plus longue, ce sera la base du nom. Ensuite, on numérote cette chaîne, mais attention, dans le bon sens. Il faut que la branche porte le plus petit numéro possible. Enfin, on nomme la branche, par exemple une branche à un carbone, c'est un groupe méthyle, on indique sa position et on assemble le tout. Regardons ce cas pratique. La chaîne la plus longue a 5 carbones. C'est donc un pentane. La branche a un carbone. C'est un méthyle. Si on numérote la chaîne de droite à gauche, le méthyle est sur le carbone numéro 2. Si on partait de l'autre côté, il serait sur le 4. La règle dit de choisir le plus petit numéro, donc 2. Le nom est donc 2-méthylpentane. C'est cette règle qui garantit qu'il n'y a qu'un seul nom possible, sans aucune ambiguïté. Et là, on arrive à un concept vraiment incroyable en chimie, celui des isomères. C'est l'idée que des molécules peuvent avoir exactement la même composition, la même formule brute, mais être des composés complètement différents. Les isomères sont donc des molécules qui sont faites avec le même nombre d'atomes de chaque sorte, mais où ces atomes ne sont pas connectés de la même manière ou pas agencés pareil dans l'espace.
C'est un peu comme des anagrammes. Avec les mêmes lettres, on peut faire des mots différents, et bien là, avec les mêmes atomes, on fait des molécules différentes, avec des propriétés uniques. Un exemple très parlant, c'est l'isomérie Z et E autour d'une double liaison carbone-carbone. Cette double liaison est rigide, elle ne tourne pas. Si les groupes les plus importants sont du même côté de cette liaison, on dit que l'isomère est Z, pour zusammen en allemand, qui veut dire ensemble. S'ils sont de côtés opposés, c'est l'isomère E pour angehen, opposé. Cette petite différence d'arrangement spatial peut avoir des conséquences énormes, notamment en biologie, où une forme peut être active et l'autre non. Tout ce langage, toute cette grammaire, ce n'est pas juste de la théorie pour s'amuser. C'est au cœur de processus industriels massifs qui créent les produits qu'on utilise tous les jours. Eh oui, l'industrie pétrochimique, par exemple, passe son temps à manipuler ces squelettes carbonés. Le craquage, c'est le fait de casser de grosses molécules pour en obtenir des plus petites, plus utiles comme l'essence. Le reformage, c'est réarranger un squelette, le rendre plus ramifié pour faire un meilleur carburant. Et à l'inverse, on sait aussi allonger les chaînes pour créer des molécules plus complexes, comme les plastiques. C'est un jeu de construction à une échelle gigantesque. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de vertigineux. Cet ensemble de règles nous permet déjà de décrire des millions de molécules qui existent. Mais la vraie question, c'est combien de molécules inconnues aux propriétés nouvelles attendent encore d'être imaginées, dessinées et créées? Au fond, maîtriser ce langage, ce n'est pas seulement apprendre à lire le livre de la nature, c'est aussi se donner les moyens d'en écrire de tout nouveaux chapitres.